Nous allons donc démarrer ce cours d'algorithmique et de programmation donc du L2. Et la première chose que nous allons étudier, c'est la programmation récursive. Ce que je vais faire, c'est en tout premier lieu un rappel extrêmement bref et rapide sur les bases de la programmation. Et ensuite, on va attaquer la programmation récursive. Alors, petit retour sur les notions de l'an dernier en programmation en C. Donc ça, là, ce que vous avez sous les yeux, c'est un programme minimum qui permet d'afficher un message à l'écran qui est le message Hello World. Les lignes 1 et 2, les dièses include, désignent des bibliothèques qu'on va inclure. D'accord? Et le nom de la bibliothèque qu'on va inclure, il est situé entre les inférieurs et supérieurs. Donc on va inclure deux bibliothèques, stdio.h et stdlib.h, qui sont les deux librairies les plus utilisées en langage C. Donc une librairie stdio qui est la librairie standard des entrées et sorties, I pour input, O pour output. Donc les entrées et les sorties, c'est le clavier et l'écran. Et stdlib, qui est la librairie standard, qui va contenir un certain nombre de fonctions qu'on va manipuler au fur et à mesure. Pour compiler, vous devez absolument écrire une fonction principale. Donc elle porte ce nom-là, main, main pour principal en anglais, et vous devez vraiment écrire une fonction comme ça, minimum. Si vous ne l'écrivez pas, le programme ne pourra pas compiler, ou en tout cas ne pourra pas s'exécuter. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous allez compiler un programme, vous allez ensuite essayer de l'exécuter, et le point d'entrée dans votre programme, c'est la fonction principale. C'est-à-dire qu'on commence à exécuter le code dans la fonction principale. Si vous n'avez pas de fonction principale, on ne peut pas commencer à exécuter le code. Dans une chaîne de caractères, le anti-n, c'est un caractère spécial qui permet de sauter une ligne, et une fonction peut retourner quelque chose, c'est-à-dire un résultat, et en particulier la fonction principale peut retourner exit success ou exit failure, qui sont deux constantes qui permettent de dire au système d'exploitation si votre programme s'est correctement déroulé ou, au contraire, si une erreur a été rencontrée. Voilà. Pour déclarer une variable, c'est comme à la ligne 6, vous avez juste à mettre le type de la variable, donc int pour un entier, float pour un nombre à virgule, char pour un caractère, etc., etc. Ensuite, vous lui donnez un nom. Là, par exemple, je l'ai appelé var. Et je l'ai initialisé, ce qui n'est pas obligatoire, mais je l'ai initialisé à la valeur 7. À la fin d'une instruction, n'oubliez pas de mettre un point-virgule. Ensuite, la fonction printf, je lui demande de réaliser deux affichages. Alors, quand on souhaite, vous avez vu dans le slide précédent, la fonction printf, on peut mettre un message qu'on va afficher directement, mais on peut aussi mettre des caractères d'échappement, c'est le caractère %, qui permet, suivi d'une certaine lettre, de dire attention, on va afficher la valeur d'une variable. Donc là, j'ai fait un message où j'ai mis %d, virgule, %d. Quand on met %d, cela signifie qu'on va remplacer ce caractère d'échappement-là par la valeur d'un entier. Donc %d, virgule, %d, je vais afficher un entier, virgule, un autre entier. Donc 5, que j'ai passé en argument, et ensuite var, qui est une variable, elle va être évaluée, et donc elle évalue à quoi? À son contenu qui vaut 7. Donc là, ce programme va m'afficher 5 et 7. Il existe une fonction un peu particulière qui vous permet de demander à l'utilisateur de saisir une valeur. Donc il s'agit de la fonction scanf, et tout comme la fonction printf, quand vous souhaitez saisir un entier, par exemple, vous devez demander un formatage particulier. Donc vous devez dire, je souhaite que tu tapes une chaîne de caractères, parce que quand on tape quelque chose au clavier, en fait, on réalise une chaîne de caractères. Et donc, on va lui dire, je veux que tu tapes une chaîne de caractères qui va correspondre à un entier. Donc, c'est pour ça qu'on met un %d. Et ensuite, on doit indiquer dans quelle variable on va stocker le résultat. Donc là, on va stocker le résultat dans la variable var. Et petite subtilité, quand on utilise la fonction scanf, il faut mettre un « et » commercial devant le nom de la variable. Alors, on a vu ensemble l'an dernier que c'était à cause d'une histoire de pointeur et de mémoire et tout ça, mais pour le moment, on s'en fiche. Je vous ferai sûrement une vidéo sur les pointeurs pour vous remettre à niveau. Voilà. Donc là, l'utilisateur va saisir une donnée. Cette donnée, elle va être placée dans la variable var. On pourra utiliser le contenu de la variable var comme bon nous semble. Alors, ensuite,
on a des structures de contrôle qui permettent de réaliser des tests, des alternatives. Donc c'est le fameux if et else, d'accord? Donc à la ligne 9 et à la ligne 13. Le if, on va vérifier si une condition logique est respectée. Donc par exemple ici, ça va être si NB est inférieur à 30, donc si la valeur de NB est plus petite que 30, strictement, alors je vais exécuter le code qui est situé entre les accolades ici. Et vous pouvez mettre autant d'instructions que vous le souhaitez. Sinon, si cette condition-là n'est pas vérifiée, alors on va réaliser les autres instructions. Et donc vous voyez que soit on exécute cet ensemble d'instructions-là, soit on exécute cet ensemble d'instructions-là, mais on n'exécutera pas les deux. Un pas supplémentaire dans les structures de contrôle, donc on a vu les alternatives, mais évidemment il y a des structures de contrôle qui permettent de répéter un certain nombre d'opérations. Alors, on va parler des boucles. Alors, je ne sais plus si je vous ai mis, oui, si je vous ai mis les deux types de boucles qu'on va voir en langage C. Sachez que dans d'autres langages, il existe d'autres formes de boucles, mais c'est toujours le même principe. D'accord ? Votre boucle va toujours réaliser un test pour vérifier si elle doit continuer à s'exécuter ou pas. Dans une boucle for, par exemple, on va initialiser une variable. Donc c'est le i égale 0 qu'on voit ici. Ensuite, on a une condition qui va être vérifiée à chaque tour de boucle. Et si cette condition est vérifiée, alors on va exécuter l'ensemble des instructions qui sont entre les accolades. Et chaque fois qu'on a terminé un tour de boucle, on va exécuter les instructions qui sont ici dans le troisième membre. Alors chacun des membres est séparé par un point-virgule. D'accord? Donc l'initialisation est réalisée la première fois avant de rentrer dans la boucle. Dès qu'on souhaite rentrer dans la boucle, on va d'abord vérifier si la condition est vraie. Et si elle est vraie, alors on exécute. Une fois qu'on a exécuté le code, on exécute les instructions qui sont présentes ici. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Au départ, on met la valeur 0 dans la variable i, et on va vérifier, est-ce que la valeur de i est plus petite que 10? Bah oui, i vaut 0 vu qu'on vient de l'initialiser. Donc on va exécuter le code. On affiche vive l'amiage, parce que c'est cool l'amiage. Ensuite, une fois qu'on a terminé cet ensemble d'instructions, on va augmenter i de 1. Donc i vaut 1. Est-ce que 1, c'est plus petit que 10? Oui. Donc je réitère encore mes instructions. Et j'augmente i de 1, donc i vaut 2. Etc. etc. Jusqu'au moment où i vaut 8, j'affiche mon message. Très bien. Et j'augmente i de 1. Je passe à i égale 9. 9, c'est inférieur à 10. J'exécute mon code. J'augmente i de 1. I vaut 10. Est-ce que 10, c'est plus petit que 10? Non. La condition n'est plus vérifiée. Donc, je sors de la boucle et j'arrive à la ligne 11. Et là, on continue à exécuter la suite des instructions qui sera présente après notre boucle. Bien entendu, une boucle peut contenir une boucle qui peut contenir des structures conditionnelles, etc., etc. Vous pouvez les combiner comme bon vous semble. Un autre type de boucle, mais qui revient strictement au même, c'est la boucle while. Alors la boucle while, c'est comme la boucle for, sauf que l'initialisation, vous devez la réaliser avant. Ensuite, on arrive dans la boucle while, elle va se répéter tant que la condition est vérifiée. Et à la fin de la boucle, c'est à vous de modifier la valeur de la variable qui va être dans la condition pour la faire évoluer et converger vers un arrêt. Mais concrètement, tout ce que vous pouvez coder avec une boucle for peut être codé avec une boucle while et inversement. La seule différence fondamentale entre les boucles for et les boucles while, c'est dans la manière d'exprimer les choses. Vous, quand vous réalisez un programme, si quand vous exprimez à voix haute en français ce que doit faire votre programme et que vous dites « tant que je n'ai pas atteint quelque chose, alors je continue à faire ça », ça veut dire que la structure répétitive la plus adaptée, ce sera une boucle while. Si au contraire, vous dites pour chaque élément ou pour chaque valeur qui va de 5 à 20, je dois faire ça. Là, typiquement, vous avez exprimé une boucle for. Alors j'attire votre attention aussi sur un détail, une erreur qui est souvent réalisée par les étudiants,
Vous regardez mon code et il manque quelque chose. Je vous ai dit quand on avait la boucle for que on devait initialiser la variable. Or, ici, dans mon code, je n'ai pas initialisé la variable. Alors, ça, c'est une erreur qui peut être très coûteuse. C'est-à-dire que, suivant les compilateurs que vous avez et les options que vous allez activer ou non, les variables que vous déclarez pourront être automatiquement initialisées à 0. Mais ce n'est pas ce que dit votre code là. Là, le code dit juste « je déclare une variable qui s'appelle i ». Le mécanisme qui va se mettre en place, c'est qu'on va réserver un espace mémoire pour cette variable i. Mais, comme on ne l'a pas initialisé, on n'a pas modifié le contenu qui était dans la mémoire à cet endroit-là. En particulier, il peut rester des résidus de calcul précédents, et donc il peut y avoir n'importe quelle valeur dans la variable i. Donc là, quand on va exécuter ce programme, eh bien, on ne sait pas ce qui va se passer. Peut-être que dans i, j'ai une valeur qui vaut 0. Et donc, à ce moment-là, mon programme va s'exécuter comme je le souhaitais. Peut-être, au contraire, qu'il y aura une valeur bizarre, 512. Et bien donc, du coup, on ne va pas rentrer dans la boucle. Mais par contre, votre programme compile. Donc ça, c'est une erreur à laquelle vous devez vraiment faire attention, parce qu'elle peut être particulièrement violente, et surtout, elle va mener à un comportement de votre programme que vous ne comprendrez pas. Et détecter un bug quand il manque une initialisation, c'est parfois complexe. Et on peut y passer des heures. Donc je ne vous le souhaite pas. Donc faites attention à toujours initialiser vos variables. Bon, toujours le même problème. La véritable difficulté dans un langage de programmation, enfin, il y a deux difficultés. La première, c'est d'être à l'aise techniquement, parce que vous devez savoir manipuler le langage. Mais une fois que vous savez manipuler le langage, le vrai problème, c'est d'exprimer d'un point de vue logique et non ambigu vos idées. Et c'est ça le vrai problème de la programmation. Par exemple, si je prends votre camarade là, que je regarde, et que je lui dis « j'aime bien ta tête, toi », ce que je viens de dire, est-ce que c'était une affirmation ou est-ce que c'était ironique? Et ça, on ne peut pas le savoir. Déjà, vous, dans l'amphi, pour vous, c'est une difficulté. Vous ne savez pas si j'ai voulu plaisanter ou si j'étais sérieux. Bon, je t'apprécie, hein, t'inquiète pas. Mais par contre, vos camarades qui sont à distance, eux, n'ont aucune indication sur le contexte. Ils n'ont pas vu mon langage corporel. Donc là, typiquement, ce que je viens de dire, c'était ambigu. Et ça, c'est quelque chose qu'un ordinateur ne peut pas traiter. Et vous devez apprendre à vous exprimer de manière non ambiguë. Et ça, c'est vraiment pas simple, je vous assure. Donc la véritable difficulté, elle est là, c'est s'exprimer clairement, logiquement et de manière non ambiguë. Donc soyez rigoureux. Alors enfin, on a les tableaux, parce que quand on souhaite manipuler un certain nombre de données, évidemment, si on doit déclarer une variable chaque fois qu'on veut manipuler une donnée, ben on n'est pas sorti de l'auberge, parce que si je souhaite enregistrer vos notes d'algorithmique, ben je ne vais pas déclarer une variable par étudiant, j'ai autre chose à faire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déclarer des tableaux, c'est-à-dire un ensemble de variables qui seront accessibles via le même nom, mais c'est juste qu'on va indiquer le numéro de la variable qu'on souhaite manipuler. Par exemple, j'ai déclaré un tableau que j'ai appelé tab, et je lui ai demandé d'avoir 10 cases. Donc là, j'ai un tableau tab qui contient 10 cases, et chaque case contient une variable entière. Ce que j'ai fait ensuite, c'est que dans tab de 0, donc vous voyez que maintenant, entre crochets, je vais accéder à l'une des 10 cases, et ben, je lui ai affecté la valeur 10. Donc j'ai mis la valeur 10 dans la première case du tableau tab. Les indices des cases d'un tableau partent de 0 et vont jusqu'au nombre que vous avez donné, moins 1. Donc ici, tab de 10, on a tab de 0, tab de 1, tab de 2, tab de 3, tab de 4, tab de 5, 6, 7, 8 et 9. Mais on n'a pas tab de 10. Voilà. Et évidemment, vous pouvez manipuler les cases d'un tableau dans une boucle, parce que comme ça, vous accédez à toutes les cases directement et vous pouvez répéter les instructions. Donc là, ce que je fais, c'est que... Ah, j'ai oublié un point virgule ici, excusez-moi. Mais là, ce que je fais, c'est que dans chacune des cases,
je vais mettre la valeur i. Donc dans table de 0, je vais mettre 0. Dans table de 1, je vais mettre 1. Table de 2, 2. Jusqu'à table de 9, je vais mettre la valeur 9. Et quand i vaut 10, eh bien, on sort de la boucle et ça s'arrête. Voilà. Alors, ça, c'était pour le retour sur les bases de la programmation. Alors maintenant, on va voir les fonctions. Alors, les avantages des fonctions. Donc, vous avez vu, quand on programme, on peut écrire un certain nombre de choses. On peut avoir besoin de réexécuter plusieurs fois un même morceau de code. Par exemple, si j'ai deux entiers et je souhaite savoir si chacun de ces entiers est un nombre premier ou pas. Et que j'ai le code qui permet de savoir si un nombre est premier ou pas. Bon, bah, je vais le mettre une première fois pour savoir si mon premier nombre est premier, et puis une deuxième fois pour savoir si mon nombre est premier. Bon, bah, ça va une fois, mais si jamais j'ai besoin de faire ça sur une quinzaine d'entiers, je vais dupliquer mon code 15 fois. Et si, une fois que j'ai répété mon code 15 fois, je me rends compte qu'il y a un bug dans mon code, que va-t-il se passer? Je vais être obligé de modifier, réparer ce bug 15 fois. Donc, clairement, répéter du code, c'est une très très mauvaise pratique. Au contraire, il faut factoriser le code. Et alors, en plus, quand on va réaliser des fonctions, si on le fait proprement, eh ben, on va pouvoir réutiliser ce code. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir le réutiliser dans votre programme. Donc au lieu de l'écrire 15 fois, vous allez l'écrire une seule fois et vous allez appeler cette fonction 15 fois. Mais vous allez pouvoir partager votre code avec des camarades. Si vous avez une fonction qui est parfaite, qui fait exactement ce qu'on veut et qui en plus est sécurisée, il ne faudra pas hésiter à la partager avec la communauté parce que les gens reprennent de plus en plus le code des autres pour programmer. Alors ça, c'était un premier exemple pour vous montrer justement un code qui va être dupliqué. Là, ce que j'ai voulu faire, c'est un programme qui va calculer factoriel de 5 et factoriel de 9. Alors pour rappel, la fonction factorielle, c'est 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5 fois 6 jusqu'à n pour calculer n factoriel. Donc pour calculer 5 factoriel, je dois réaliser une multiplication qui va contenir 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5. Alors pour réaliser ça, j'ai une première variable que j'ai appelée fact de 5 qui a pour objectif de contenir à la fin la valeur 5 factoriel. Mais au départ, je l'ai initialisée à 1. Cette variable, c'est ce qu'on appelle un accumulateur. C'est-à-dire que je vais réaliser une boucle et à chaque itération de ma boucle, je vais modifier la valeur de cette variable, de sorte à ce que la valeur va évoluer et jusqu'à ce qu'on atteigne la valeur finale, et là on aura la valeur fact de 5. Donc, au départ, j'ai fact de 5 qui vaut 1. Premier tour de boucle, bon je l'ai initialisé à 1, j'aurais pu l'initialiser à 2 directement, on aurait gagné un tour de boucle, mais je fais fact de 5 égale fact de 5 fois i, donc 1. Donc j'ai 1 est égal à 1 fois 1. Ça ne change pas. Tour de boucle d'après, i vaut 2. Donc je fais fact de 5 qui vaut 1 est égal à fact de 5 fois 2. 1 fois 2, 2. Je le place dans fact de 5. Tour de boucle d'après, i vaut 3. Fact de 5 qui vaut 2 est égal à fact de 5 fois 3. Donc vous voyez que dans fact de 5, je vais avoir 2 fois 3. Et donc, itérativement, je vais avoir, dans fact de 5, je vais avoir 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5. Donc, quand on sort de la boucle, eh bien, dans la variable fact de 5, je vais avoir la valeur factorielle de 5. Et là, j'ai réalisé la même opération, mais cette fois-ci avec une variable que j'ai astucieusement nommée fact de 9 et qui contient la valeur 9 factorielle. Alors vous voyez que ce n'est pas exactement le même code parce que on a d'un côté fact de 5 et de l'autre fact de 9. Mais mis à part la valeur qui est ici, qui va terminer plus ou moins rapidement la boucle, c'est le même code. Donc, on va essayer de factoriser ce programme-là. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris le code
d'une des boucles et je l'ai placé dans une fonction. Alors une fonction, je vous rappelle, c'est un morceau de code, quel qu'il soit, qu'on identifie par un nom, donc là je l'ai appelé factoriel, une liste de paramètres située entre parenthèses, donc là par exemple int n, parce qu'on souhaite calculer factoriel d'un entier qui s'appelle n, et enfin, quand on aura réalisé notre calcul, on va retourner une valeur. Et donc on doit donner le type de la valeur qu'on va retourner. Donc factoriel attend un entier en argument, et qu'est-ce qu'on va calculer? Une succession de multiplications d'entiers, donc à la fin on obtient un entier, donc on retourne un entier. Cette première ligne-là doit être suivie d'une accolade ouvrante et d'une accolade fermante qui va encapsuler le code que vous allez réaliser quand vous allez appeler la fonction factorielle. Avec ça, je peux faire fact de 5 égale factoriel de 5, c'est-à-dire que la valeur 5 va être placée dans la variable n. J'ai mon accumulateur que j'ai appelé res, que j'ai initialisé à 1, et ma boucle, au lieu d'aller jusqu'à 5 ou jusqu'à 9, elle est paramétrée par la valeur que j'ai passée en argument. Donc comme ça, dans fact de 5, je vais bien avoir 5 factoriels, et dans fact de 9, je vais bien avoir 9 factoriels. Vous voyez que votre code, il est beaucoup plus facile à lire. Et si jamais il y avait eu une erreur dans le code, eh bien, on n'a plus qu'à modifier cette erreur dans la fonction, mais une seule fois. En plus, ça permet de faciliter la lecture. C'est-à-dire que quand vous allez regarder votre fonction principale, vous allez regarder ce qui se passe et vous dites « Ah, là, je mets factoriel de 5. » Et tout est dans le nom. Vous pouvez directement voir ce que vous réalisez. Après, peut-être que la fonction factorielle est buggée. Ça, c'est autre chose. Vous allez vous en rendre compte quand vous allez exécuter votre programme. Mais au moins, la logique de votre programme va vous apparaître plus clairement. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important. Parce que quand on code et qu'on revient 3 mois après sur un code que vous aviez développé, même si c'est le vôtre, je vous assure que c'est très compliqué de se réapproprier le code. Moi, ça m'arrive en permanence parce que j'ai plusieurs projets de recherche avec différents collègues et tout ça. Et dans ces projets, il y a souvent des pauses. C'est-à-dire qu'on ne se voit pas pendant 2 mois. Donc, pendant un certain temps, je ne vais pas toucher au code. Et puis, quand on a une réunion qu'on va se voir, là, ça commence à me stresser parce que ça devient un peu chaud, il faut que j'avance. Donc, je reviens sur le code. Et je sais qu'il faut bien concevoir son code et tout ça. À chaque fois, c'est compliqué de revenir sur le code. C'est vraiment un investissement qui peut vous prendre 2, 3, 4 heures, alors que vous êtes sur votre propre code. Et après, c'est bon, vous êtes apte à modifier votre code. Mais vous avez un temps, et ce temps-là, vraiment, c'est une perte de temps sèche. Et c'est pour ça que si vous concevez vraiment bien votre programme avec des noms de fonctions qui sont très parlants, vous allez gagner en lisibilité et vous vous réapproprierez votre code beaucoup plus rapidement. Pour appeler une fonction, il est nécessaire que cette fonction soit déclarée dans le code qui la précède. Vous avez vu, ici, j'ai appelé factoriel. J'ai appelé factoriel parce qu'elle était présente avant dans le code. Et alors je dis déclarer. Je fais une distinction entre déclarer et définir parce que ce n'est pas la même chose. Là, ici, ce qu'on a, c'est la définition d'un code. C'est-à-dire, j'ai la première ligne du code qui nous donne des informations comme son nom, la liste des paramètres avec leur nom et leur type, et le type de retour. Et ensuite, j'ai le code. Quand vous allez compiler, il y a une étape qui est la vérification des types, qui vérifie que vous ne mettez pas des nombres à virgule dans des entiers, que vous ne mettez pas des entiers dans des caractères, etc., etc. Donc ça, c'est une aide pour vous. Et cette aide du typage, pour vérifier que les choses sont correctement typées, eh bien, on a juste besoin de la première ligne des fonctions. Cette première ligne, c'est ce qu'on appelle le prototype. Là, ce que je fais, regardez. J'ai ma fonction principale, j'appelle la fonction factorielle.
Au moment où je l'appelle, elle n'est pas connue. D'accord? Donc, le processus qui va vérifier le typage, pour vérifier que c'est correct, qu'est-ce qu'il fait? Il voit ici, ah, ça doit être un entier. Mais factoriel, je ne connais pas. Erreur. Et il s'arrête. Pourtant, vous allez dire, ouais, ma fonction factorielle, elle est bien là. Oui, elle est là, mais elle n'est pas déclarée au moment où vous l'avez appelée. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déclarer la fonction. La déclaration, c'est juste prendre la première ligne de votre fonction et la faire suivre d'un point-virgule. Et là, vous donnez toutes les informations qui sont nécessaires pour l'étape de vérification du typage. Oui, la fonction factorielle existe. Oui, elle va retourner un entier et elle accepte un entier en argument. Donc quand on arrive ici, factoriel de i, je passe i. I, c'est quoi? C'est un entier. Donc je mets un entier dans un entier. Ah oui, ça marche, pas de problème. Après, quand on va exécuter le code, on va aller à la définition. Mais en tout cas, l'étape de vérification du typage va passer parce qu'on aura déclaré la fonction. Ce que vous devez retenir, c'est que la déclaration, elle doit être faite avant l'appel de la fonction, mais que la définition peut être placée n'importe où, avant ou après votre fonction. Alors bien sûr, une chose extrêmement importante, c'est que la déclaration ou la définition d'une fonction, ça n'exécute pas le code de la fonction, hein, rappelez-vous. C'est quand on appelle une fonction qu'elle va s'exécuter. Alors, il y a une différence entre paramètres effectifs et paramètres formels. Les paramètres effectifs, ce sont les valeurs que vous donnez lorsque vous appelez une fonction, et la valeur de ces paramètres va être placée dans les paramètres formels, c'est-à-dire dans les paramètres qui sont dans l'entête de votre fonction, et c'est eux qui vont prendre les valeurs des paramètres effectifs. Concrètement, ces deux int x là, quand vous allez appeler les fonctions, on va mettre des valeurs dedans. Donc ça, ce sont des paramètres formels. Les paramètres effectifs, c'est les paramètres qu'on donne à manger aux différentes fonctions lorsqu'on les appelle. Et donc ce qui va se passer, par exemple, pour ce paramètre effectif-là, donc je vais appeler la fonction cube avec comme paramètre effectif 3. On va prendre la valeur que j'ai passée ici et on va la mettre dans le paramètre formel qui s'appelle x de la fonction cube. Donc, quand on arrive à la ligne 5, x vaut 3. D'accord? Mais comprenez bien que ce qu'on a placé dans x, ce n'est pas le même 3. C'est une copie. On a copié cette valeur-là et on l'a mis dans la valeur x. Ensuite, je calcule quelque chose et je retourne un résultat. Ce résultat, je le place dans la variable res. Alors, ça nous amène à la portée des variables, parce que, évidemment, quand vous écrivez des fonctions, on va pouvoir réutiliser des noms de variables. Alors ça, c'est extrêmement pratique, surtout, par exemple, si vous manipulez des boucles. L'usage veut que quand on a une boucle de premier niveau, on va utiliser la variable i comme compteur de boucle. I pour indice, souvent. Donc, si vous déclarez une variable que vous appelez i, on va se dire, ah, il déclare une variable i, ça veut dire qu'il va y avoir une boucle dans son code. Et ça augmente votre lisibilité. D'accord? Donc c'est très pratique de pouvoir réutiliser cette variable i, même si on a plusieurs fonctions qui ont des boucles. Alors, quand on déclare une variable dans une fonction, par exemple ici, on a int x égale 3, eh bien la portée de la variable x, elle est limitée au bloc d'instruction dans lequel elle se situe. C'est-à-dire, on a une accolade ouvrante et une accolade fermante qui encapsulent ce code-là. De la déclaration, on peut aller jusqu'à la fin du bloc uniquement. La variable y, c'est pareil, elle a été déclarée juste avant, donc elle va aller jusqu'à la fin du bloc de la fonction, donc jusqu'ici. Si vous êtes dans la fonction principale et que vous essayez d'afficher la valeur de la variable y, ce qu'on va vous dire, c'est que la variable y n'existe pas et qu'on ne sait pas de quoi vous parlez. La portée de la variable res, ici, donc qui est juste dans la fonction main,
etc., etc. On a une variable globale qui, elle, est connue à partir du moment où elle est déclarée et dans tout le programme. D'accord? Donc vous voyez qu'avec toutes ces portées-là, vous, quand vous allez concevoir votre programme, vous allez devoir faire attention à la portée des variables. Et en particulier, vous voyez, la variable A, qui est globale, elle est connue partout. C'est pour ça que je vous dis qu'il ne faut pas utiliser de variable globale, parce que quand vous utilisez une variable globale, vous vous empêchez vous-même d'utiliser une variable A dans le reste du programme. Pire que ça, vous avez le droit de déclarer dans une fonction une variable que vous appellerez A. Également. Le problème, c'est que c'est la variable locale qui va prendre le pas sur la variable globale. Donc vous aurez deux variables qui se nomment A en parallèle, et alors laquelle vous êtes en train de manipuler ou pas, je vous laisse imaginer le casse-tête que ça peut vite devenir. Alors dans des exemples académiques, c'est très facile de détecter, mais dans la vraie vie, dans du vrai code, c'est un cauchemar. Donc limitez au maximum l'usage des variables globales, surtout que généralement, quand vous utilisez une variable globale, c'est juste le signe d'une mauvaise conception, justement. Il y a des cas où les variables globales sont indispensables. Quand vous faites de la programmation événementielle, alors souvent de la programmation graphique, des choses comme ça, là, il y a beaucoup de bibliothèques qui vous obligent à manipuler des variables globales. Mais dans les exemples qu'on manipule, nous, s'il y a une variable globale, c'est que vous êtes en train de faire quelque chose qui n'est pas correct. Alors, on va revenir sur un exemple de transmission de paramètres, d'accord? Parce que vous allez voir que c'est fondamental pour la suite, pour la programmation récursive. Dans ma fonction principale, j'ai une variable que je déclare qui s'appelle y, et dedans, je vais placer la valeur 7. D'accord? Alors ça, c'est ce qu'on appelle la pile des appels de fonction. Quand vous appelez une fonction, on va la placer dans la pile des appels de fonction. Chaque appel dans la pile des appels, en fait, c'est un espace mémoire qui est réservé pour la fonction que vous appelez. Donc j'ai déclaré une variable y qui vaut 7, et je l'ai placée dans ma pile des appels. Donc j'ai ma fonction principale. J'appelle la fonction change avec la variable y. Donc y est mon paramètre effectif, et je vais placer sa valeur dans la variable y, qui est un paramètre formel. C'est-à-dire que j'ai mis en pause ma fonction principale, j'ai réservé un nouvel espace mémoire pour ma fonction, j'ai déclaré une variable y, qui est une autre variable, parce que sa portée à y, c'est ça, tandis que la portée de la variable y ici, c'était des lignes 11 à 16. Donc ce n'est pas la même variable. Et dans cette variable y-là, je vais placer quelle valeur? La valeur que j'avais ici dans y, c'est-à-dire 7. Donc là, telle quelle, j'ai deux variables y dans ma pile des appels, et chacune de ces deux variables vaut 7, mais ce ne sont pas les mêmes variables. Je modifie la valeur de la variable y, et dedans, je place la valeur 3. Donc là, regardez, dans ma pile des appels, j'ai bien mes deux variables y. Il y en a une qui vaut 3, c'est celle de la fonction change, et j'ai une variable y, celle de la fonction main, qui vaut 7. Quand on sort d'une fonction, ce qui se passe, c'est que automatiquement, l'espace mémoire qui était réservé pour cette fonction-là est libéré, il est détruit. Et éventuellement, si vous retournez une valeur, eh bien cette valeur, elle est passée à la fonction justement qui était juste en dessous dans la pile des appels. Et donc on revient dans la variable, enfin dans la fonction principale, et là j'affiche à nouveau la variable y. Et vous voyez que tout ce processus, ça montre que j'ai déclaré une variable y, je vais l'afficher, c'est-à-dire je vais afficher 7, et même si j'appelle la fonction change avec y, et qu'à l'intérieur on modifie la valeur de la variable y, on va réafficher 7, parce qu'on n'a pas modifié la valeur de la même variable. C'était une autre variable. À la fin, quand vous avez terminé l'exécution, ce qui se passe, c'est qu'il y avait une fonction qui
qui était en bas de la pile des appels, c'était la fonction principale. Quand la dernière fonction a disparu, c'est que votre programme est terminé et toute la mémoire qui restait est libérée. Ce mécanisme-là, il est extrêmement important et on va revenir dessus. D'accord? Donc maintenant, on va attaquer la programmation récursive qui est le cœur de ce premier cours, même si j'ai mis du temps pour faire un rappel. Alors la récursivité, qu'est-ce que c'est? Alors algorithmiquement, c'est une manière de concevoir des solutions pour des problèmes en utilisant une stratégie de type diviser pour régner. Par exemple, si je veux mater des étudiants, eh bien, il suffit de découper la promotion en deux et j'aurai plus de facilité à mater la moitié des étudiants, puis à mater l'autre moitié, que de mater l'ensemble des étudiants en bloc. Et vous avez par exemple remarqué que là, vu qu'on fait du semi-présentiel, il y a un groupe, un demi-groupe qui est à distance et un demi-groupe qui est en présentiel. Et je pense que vous pouvez admettre que l'an dernier, vous n'avez jamais eu un amphi aussi calme. On est d'accord? Donc là, c'est exactement la stratégie du diviser pour régner. Alors sémantiquement, c'est-à-dire quelle est la signification de la récursivité? C'est une technique de programmation, c'est un paradigme dans lequel une fonction a le droit de s'appeler elle-même. Et là, vous allez voir, ça va être magique. On va simplifier le code, mais ça va être formidable. Donc une fonction a le droit de s'appeler elle-même. Alors, un objet récursif, qu'est-ce que c'est? Tout objet est dit récursif s'il se définit à partir de lui-même. Alors pour la blague, j'aurais pu vous mettre une définition de récursivité où j'aurais marqué voir récursivité. Comme ça, vous avez la définition de récursivité. Qu'est-ce que c'est? Voir récursivité. Et vous continuez, vous êtes dans un truc. Voilà. Donc une fonction est récursive si elle comporte dans son code, dans sa définition, au moins un appel vers elle-même. Et une structure est récursive si un de ses attributs est une instance du même type. Tout ça, vous inquiétez pas, on va revoir dessus par la suite. Revenons sur la fonction factorielle qu'on a vue tout à l'heure. La fonction factorielle, comme on l'a vu, n factoriel, c'est 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois n-1 fois n. Donc, ça permet de calculer le nombre de permutations de n objets. Bon, voilà. C'est un nombre qui est gigantesque. Voilà. Donc, quand on l'a programmé, on a programmé cette fonction-là. C'est-à-dire, on a fait une boucle for, et on a utilisé un accumulateur. Et au fur et à mesure, on a calculé notre valeur de factoriel avec n qui était passé en argument. Mais si on revient sur la définition mathématique de n factoriel, ce qu'on peut se rendre compte, on peut se rendre compte d'une chose, c'est que n factoriel, en fait, comme c'est 1 fois 2 fois 3 jusqu'à fois n-1 fois n, ça revient à dire que n factoriel est égal à n fois n-1 factoriel, par définition. Donc, quand on souhaite calculer n factoriel, si on avait une fonction qui nous permettait de calculer n-1 factoriel, il ne nous resterait plus qu'à l'appeler et à multiplier le résultat par n. On est d'accord. Mais si on prend juste cette définition-là, on a un problème. Calculons 3 factoriels avec le raisonnement que je viens de vous appliquer. 3 factoriels, c'est donc égal à 3 fois 2 factoriels. Donc il faudrait calculer 2 factoriels. 2 factoriels, qu'est-ce que c'est?
Ça serait 2 fois 1 factoriel, avec ma définition, hein, toujours. 1 factoriel, qu'est-ce que c'est? Ben, ça sera 1 fois 0 factoriel, avec ma définition. 0 factoriel, qu'est-ce que ce sera? Ça sera 0 fois moins 1 factoriel. Oula, qu'est-ce que ça veut dire ce truc-là? Et là, vous voyez qu'il manque quelque chose pour que ce soit consistant. Il nous manque un point d'arrêt. C'est-à-dire qu'à un moment, on va dire ouais, tu n'utilises plus ta définition générique, tu vas utiliser ce cas particulier-là. Si n vaut 0, eh bien n factoriel, ça vaut 1. 0 factoriel, ça vaut 1. Eh bien, on va utiliser cette propriété comme cas d'arrêt. C'est-à-dire que quand on veut calculer 3 factoriels, donc c'est 3 fois 2 factoriel. 2 factoriel, qu'est-ce que c'est? C'est 2 fois 1 factoriel. 1 factoriel, c'est quoi? C'est 1 fois 0 factoriel. 0 factoriel, c'est quoi? Ah, par définition, ça vaut 1. Et vous voyez que le raisonnement récursif, qui s'appelait lui-même, a été stoppé. Donc ça, c'est un cas de base, et c'est un élément qui est indispensable lorsqu'on programme, lorsqu'on manipule la programmation récursive. Alors, ce que je vous ai dit tout à l'heure aussi, avec le mécanisme de pile, c'est que quand on appelle une fonction, on va réserver un espace mémoire au-dessus de la pile des appels. D'accord? Donc ça veut dire que la fonction courante, elle est mise en pause, et on terminera son exécution une fois qu'on aura terminé l'exécution de la fonction qu'on vient d'appeler. Et je vous ai dit tout à l'heure, en langage C en tout cas, que pour appeler une fonction, on n'avait pas besoin de sa définition, on avait besoin uniquement de sa déclaration. Mais quand on définit une fonction, on a mis le prototype sur la première ligne. Donc quand on définit une fonction, elle déclare également. Et donc ça signifie qu'une fonction, elle a le droit de s'appeler elle-même. Donc, imaginons qu'on puisse appeler plusieurs fois une même fonction. Chaque fois qu'on va appeler une fonction, en fait, on va appeler une nouvelle instance de la fonction. On ne va pas appeler le même morceau de code. Enfin, on va appeler le même morceau de code, mais plusieurs fois, en parallèle. Ce n'est pas un code qui va s'exécuter et qui va juste, on va changer les valeurs de variables directement dedans. Quand on va appeler plusieurs fois la même fonction, ça va être des instances distinctes qui vont s'exécuter avec leur propre espace mémoire, avec leur propre variable à elles. Si on reprend tout ce que je viens de vous dire, eh bien, on peut transformer la fonction factorielle de la manière suivante. Je vais utiliser la notion mathématique qui est que n factoriel, c'est n fois factoriel de n-1. Et vous avez vu, quand on a utilisé ce principe-là, on descendait dans les valeurs de n, étape par étape, et il nous fallait un cas de base. Donc, quand on exécute le code de cette fonction, on va d'abord regarder si n vaut 0. Si n vaut 0, cas de base, alors je retourne 1, parce que je connais sa valeur. Comme je retourne 1, ça veut dire qu'on sort de la fonction et qu'on n'effectuera pas de nouvel appel récursif. Si n ne vaut pas 0, eh bien je vais dire, je retourne quoi? La valeur n multipliée par le résultat de factoriel de n-1. Là, moi, ce que je trouve magnifique dans ce code-là, c'est que la fonction factorielle ici et la fonction factorielle des slides précédents que je vous avais montré, il y en a une, on voit physiquement que c'est la définition de factoriel. Alors que l'autre, c'était un code qui faisait plusieurs lignes avec une boucle et tout ça. Et si elle avait été mal nommée, vous auriez du mal à voir qu'il s'agissait réellement de la fonction factorielle. Alors que là, d'un simple coup d'œil, vous savez que c'est la fonction factorielle. On va voir, on va exécuter ce code-là. Donc j'arrive dans ma fonction principale, je déclare une variable que j'appelle nb, et je vais dire nb vaut factoriel de 3.
Donc, pour réaliser cette opération, pour mettre factoriel de 3 dans NB, je dois d'abord calculer factoriel de 3. Donc, je réalise un appel à la fonction factorielle avec un paramètre effectif qui est 3, que je vais placer dans le paramètre formel n. J'exécute le code de la fonction factorielle. Est-ce que n vaut 0? Ben non, n vaut 3. Donc, je vais retourner quoi? N, c'est-à-dire 3, fois factoriel de n-1. Pour réaliser cette opération, je ne peux pas pour le moment, parce que je ne connais pas la valeur de factoriel de 2, n-1. Donc, je vais mettre en pause cette opération, et je vais appeler une nouvelle instance de la fonction factorielle, mais cette fois-ci avec comme paramètre effectif n-1, et non plus n. Donc je vais appeler avec 2. Et on va réexécuter cette nouvelle instance de la fonction factorielle. Donc j'ai mis en pause ma fonction factorielle, et j'ai réappelé factorielle. Donc là, vous voyez qu'on a 2 fois la fonction factorielle qui est en train de s'exécuter, mais avec un espace mémoire qui est complètement distinct. Et donc, certes, on a 2 fonctions factorielles qui s'exécutent, mais il y en a une qui est en pause qu'on ne modifie plus, et on ne s'intéresse qu'à la dernière qui vient d'être lancée. Donc cette fois-ci, mon paramètre formel n vaut 2. Est-ce que n vaut 0? Non. Donc je vais retourner n, 2, fois factoriel de n-1. Mais ce calcul, je ne peux pas le réaliser, parce que je ne connais pas factoriel de 1. Donc je vais mettre mon calcul en pause, et je vais appeler une nouvelle instance de la fonction factorielle. N vaut 1. Est-ce que n vaut 0? Non. Donc je vais retourner 1 fois factoriel de n-1, c'est-à-dire factoriel de 0. Mais je ne peux pas le réaliser encore une fois, parce que je ne connais pas la valeur de factoriel de 0. Je vais donc mettre mon code en pause et appeler encore une fois une nouvelle instance, cette fois-ci avec comme paramètre effectif 0. Et voyez que à chaque étape, à chaque nouvel appel de la fonction factorielle, on a diminué la valeur de n. Ce qui fait qu'on a convergé vers le cas de base qu'on avait prédit, c'est-à-dire n égale 0. Et donc j'arrive ici et qu'est-ce qui se passe? N vaut 0. Donc je vais retourner 1. Je retourne 1, donc je n'effectue aucun appel récursif là. Donc ma fonction se termine. Je libère l'espace mémoire. Et je retourne à la fonction qui m'a appelé la valeur 1. Qui m'avait appelé? C'était factoriel avec comme paramètre effectif 1. Je reviens dedans. Là, j'ai retourné 1. Et donc, je peux calculer n fois 1. Parce que je connaissais la valeur de n dans la fonction qui a appelé. C'était 1. Donc là, j'ai 1 fois 1. Je retourne 1. Je termine donc ma fonction et je libère la mémoire. Et donc ici, le résultat de l'appel, quand j'étais à n égale 2, j'avais appelé n-1, c'est-à-dire pour factoriel de 1, ça m'a retourné 1. Donc maintenant, je vais multiplier par 2. Je peux réaliser ma multiplication, qui était en pause depuis tout à l'heure, et je fais 2 fois 1, ça fait 2. Je retourne ce résultat-là. Maintenant, je peux réaliser le 3 fois 2. Et une fois que c'est terminé, eh bien, je peux retourner ce résultat-là, 6, et placer ce résultat-là dans la variable NB. Vous avez vu la beauté de la chose? Alors bien sûr, ça c'est un concept qui est à la fois intuitif et à la fois complètement contre-intuitif. Vous allez vous casser la tête pour concevoir des algorithmes, mais ce qui est magnifique avec la programmation récursive, c'est que parfois, il y a des problèmes qui s'expriment extrêmement bien récursivement. D'autres, au contraire, où c'est très compliqué. Et donc, quand vous allez arriver, c'est votre choix de développeur, vous allez devoir déterminer si c'est plus adapté d'utiliser de la récursivité ou des fonctions itératives. Quelques définitions.
Mais je ne vous embêterai pas avec pendant le cours. Mais vous devez les connaître pour les examens, bien sûr. C'est qu'on a deux types de récursivité. On a la récursivité terminale et la récursivité non terminale. La récursivité terminale, c'est si aucune instruction n'est exécutée après l'appel de la fonction à elle-même. Et la récursivité non terminale, c'est les autres cas. Donc là, je vous ai mis deux fonctions. Une première qui est terminale, c'est-à-dire que ici, si n vaut 0, j'affiche un message. Sinon, je fais un appel récursif avec n-1. Eh bien, là, vous voyez qu'il n'y a aucune autre instruction qui n'est réalisée après l'appel récursif. Donc, cette fonction-là est un exemple de fonction récursive terminale. Au contraire, ici, dans cette fonction-là, je vais d'abord réaliser un appel récursif, puis une instruction. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique qu'il y a un mécanisme d'optimisation que vous n'allez pas pouvoir utiliser lorsque la fonction et la récursivité est non terminale. Quand elle est terminale, vous vous rappelez de la succession des appels récursifs? Eh bien, si c'est terminal, on n'a plus besoin de repasser par chacune des appels de fonction, par chacun des appels de fonction. Parce qu'il n'y aura plus aucune instruction qui sera exécutée après. Et donc, le compilateur peut parfois, pas toujours, mais peut parfois se rappeler que c'est une récursivité non terminale, et au lieu d'empiler les appels récursifs pour ensuite juste les dépiler, va juste les ignorer. Il va se rappeler du premier appel et du dernier appel où vous êtes. En fait, il va transformer votre appel récursif en boucle. Bon, le mécanisme précis ne vous concerne pas pour le moment. Sachez juste que ça existe et que quand vous réalisez une fonction récursive, si vous pouvez faire une fonction récursive terminale, c'est toujours mieux qu'une fonction récursive non terminale. Parce qu'il n'y aura pas les mêmes mécanismes d'optimisation. Alors ensuite, on a la récursivité directe et la récursivité indirecte. La récursivité directe, c'est très simple, c'est celle qu'on vient de voir. La fonction factorielle appelle la fonction factorielle. Ça, c'est très facile. Mais il y a des cas qui sont beaucoup plus vicieux que ça. Parfois, vous pouvez appeler une autre fonction. On a un cycle d'appel de fonction, et que donc ça reste de la récursivité, parce que la succession du chemin d'exécution va revenir à la fonction qui a appelé initialement, mais on a des fonctions intermédiaires. Donc, factoriel, là, c'est un exemple de récursivité directe. Et puis là, ici, je vous ai mis un exemple de récursivité indirecte où j'ai une fonction idiote qui appelle une fonction idiote, mais pas la même. Ma fonction idiote, mais pas la même, elle appelle la fonction idiote. Et vous voyez qu'on a bien une forme de récursivité. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de la récursivité indirecte. Si vous pouvez l'éviter, faites-le. Parce qu'alors ça, c'est une source de bugs infinie et c'est vraiment très complexe. D'accord ? Petit bilan de la récursivité. Vous devez toujours avoir un cas d'arrêt. C'est le premier truc à déterminer. Ensuite, vous devez avoir un cas général dans lequel vous réalisez un ou plusieurs appels récursifs. Oui, parce qu'on a le droit de faire plusieurs appels récursifs, bien sûr. Et la chaîne des appels doit faire évoluer vos paramètres de sorte à ce qu'ils convergent vers les cas d'arrêt, justement. Si vous ne convergez pas, vos appels vont s'exécuter à l'infini. Vous allez avoir un appel qui va faire un appel, qui va faire un appel, qui va faire un appel. Et si vous n'êtes pas dans une récursivité terminale, que vous êtes dans une récursivité non terminale, on va empiler les appels de fonction. Un appel, puis un appel, puis un appel, puis un appel. Que va-t-il se passer? Chaque appel, c'est une petite zone de mémoire. Donc vous allez consommer toute la mémoire de la pile d'exécution.
quand on n'aura plus de mémoire dans la pile d'exécution, il y a un mécanisme qui va se lancer, qui va vous mettre un message très connu qui s'appelle Stack Overflow. C'est pour ça qu'il y a un fameux site internet pour les geeks où vous pouvez trouver plein de codes qui s'appelle comme ça Stack Overflow, qui signifie que vous avez débordé de la pile des appels. Et donc votre programme s'arrête. Voilà. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va voir des exemples de fonctions récursives, parce que concevoir une fonction récursive n'est pas un but en soi. Il faut que ce soit utile, soit pour la lisibilité, soit pour le temps d'exécution. Alors, de la même manière qu'on a créé la fonction factorielle, là, on va réécrire la fonction puissance, mais récursivement. Bon, bah, x puissance 0, ça vaut 1. D'accord? Ça, c'est notre cas d'arrêt. C'est le premier truc à déterminer. Et puis sinon, x puissance n, on est d'accord que c'est x fois x puissance n-1. Bon, bah, donc on fait un appel récursif. D'accord? Mais là, si on regarde cette fonction-là, comme ça marche très bien, il n'y a pas de souci. Quel va être, d'après vous, le nombre d'instructions ou d'appels de fonctions qu'on va réaliser? On va réaliser autant d'appels de fonctions que la valeur de n. Donc le nombre d'appels de fonctions va être linéaire en n. Voilà, ça c'est notre première fonction. Mais gardez ça à l'esprit. On peut concevoir un algorithme plus intéressant. Parce qu'on peut se faire une remarque. Bon, toujours, x puissance 0, c'est 1. Ça ne change pas. Mais imaginons que la puissance, n, enfin, bon là j'ai changé de variable. Mais imaginons que la puissance soit paire. On est d'accord que x puissance 2 fois n, c'est égal à x puissance n fois x puissance n. On n'a pas besoin de répéter tous nos appels récursifs comme on l'a fait précédemment. On calcule une fois x puissance n, c'est-à-dire la moitié de la valeur de l'exposant, et ce résultat-là, on le multiplie par lui-même. Si jamais notre puissance, elle est impaire, eh ben c'est le même principe, sauf qu'en plus, on va multiplier le résultat par x une fois. Et là, on obtient un algorithme dit d'exponentiation rapide, et au lieu d'avoir un nombre d'appels de fonctions qui va être linéaire en la valeur de l'exposant, on va avoir un nombre d'appels qui va être logarithmique en la valeur de l'exposant. Regardez par exemple 2 puissance 10, c'est 2 puissance 5 au carré. Donc je vais appeler une fois 2 puissance 5 et je le multiplierai par lui-même, le résultat. 2 puissance 5, c'est quoi? Ben, c'est 2 fois 2 au carré. Et ça au carré. D'accord? 2 au carré, qu'est-ce que c'est? C'est 2 exposant 1 au carré. Et 2 exposant 1, c'est quoi? C'est 2 fois 2 exposant 0. Et si on regarde le nombre des appels, on a 1, 2, 3, 4. Alors que j'étais à 2 puissance 10. Alors que tout à l'heure, on faisait au moins 10 appels. Vous voyez? Et ça va être d'autant plus impressionnant que la valeur de n sera importante. Alors, dans ce cas-là, la récursivité, ce sera un véritable gain sur le temps d'exécution de votre algorithme. Alors, je me suis amusé donc, à coder cette fonction. Donc, souvent, une erreur des étudiants, c'est de calculer de faire deux fois l'appel récursif. Donc, surtout, non. On appelle une fois récursivement pour n divisé par 2, et puis ensuite, on réutilise ce résultat suivant que c'est pair ou impair. Bon, je vous laisserai regarder ce code-là en détail par la suite. De toute façon, on le recodera en TD. Et alors, j'ai tracé
le nombre d'instructions totales qu'on réalisait. Et vous voyez très clairement, bon alors, rappelez-vous, hein, la division par 2, c'est une division entière, et donc ça implique qu'on n'a pas une courbe logarithmique lisse comme vous avez l'habitude de le voir en mathématiques, mais là, il y a des pas, il y a des créneaux, mais c'est bien une fonction qui est logarithmique, et d'autant que la valeur de n augmente, le nombre total d'instructions qu'on réalise va augmenter de plus en plus lentement, en fait. Et donc ça, c'est le signe qu'on est sur un algorithme qui va être extrêmement efficace. Alors maintenant, on va parler d'un truc un peu plus amusant, parce que ça, c'est la suite de Fibonacci. Et la suite de Fibonacci, elle a été modélisée à la base pour modéliser la reproduction des lapins dans un champ. Voilà, c'est comme ça. Ils avaient des préoccupations assez intéressantes à l'époque. Alors, la suite de Fibonacci, c'est la suivante. U de 0 vaut 0, U de 1 vaut 1, et dans tous les autres cas, U de n vaut U de n-1 plus U de n-2. Voilà, je vous donne les exemples des différents termes, des différents premiers termes de la suite de Fibonacci. Et l'an dernier, je vous ai donné cette fonction à programmer. Et donc, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait U de 1 et U de 0, U de 1. Bah, du coup, on calcule U de 2, grâce aux deux valeurs d'après, enfin, qui précédaient. Et puis, grâce à U de 1 et U de 2, on calculait U de 3. Grâce à U de 2 et U de 3, on calculait U de 4, et ainsi de suite. Vous vous rappelez de ça? Mais on est d'accord que ce code-là, bah, il n'était pas intuitif. Et quand vous le regardez là, heureusement que je l'appelle Fibo, parce que si je l'avais appelé test, je ne suis pas sûr que vous arriviez à déterminer qu'il s'agisse d'une fonction qui calcule le nème terme de la suite de Fibonacci. On est d'accord. Par contre, quand on regarde là le nombre d'instructions, bah, à chaque tour de boucle, on réalise quoi, 3 affectations plus une addition, donc 4 opérations à chaque tour de boucle. Donc, grosso modo, on va faire un nombre d'appels, enfin d'opérations, pardon. Grosso modo, on va faire un nombre d'opérations qui va être proportionnel à n. Donc, on va être linéaire, encore une fois. Si on utilise la récursivité, là, vous allez voir, boum. Là, le code de la fonction correspond totalement à la définition mathématique qui a été donnée. Donc, si n est inférieur à 2, je retourne n, parce que si n vaut 0, je retourne 0, si n vaut 1, je retourne 1. Très pratique. Et dans tous les autres cas, je retourne Fibonacci récursif de n-1 plus Fibonacci récursif de n-2. Donc là, vous voyez qu'on a un algo où ça se voit qu'on est en train de calculer la suite de Fibonacci. Ok. Combien d'instructions, combien d'appels de fonctions est-ce qu'on est en train de faire? Et alors là, hop, int fibo de int n. Si n inférieur à 2, return n. Dans tous les autres cas, return fibo de n-1 plus fibo de n-2. Paf. Je vais appeler printf %d anti/n et je vais mettre fibo de, allez, 5. Hein, c'est très bien, fibo de 5. Et je vais afficher sa valeur. Voilà, j'ai la valeur de fibo de 5. Il se trouve que ça vaut 5. Très bien. Donc, on a un algo qui est bien. Si vous êtes malin, vous allez essayer de pousser la chose un peu plus loin. Alors ici, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre dans une boucle. D'accord? Je vais aller jusqu'à 50, par exemple. Et à chaque fois, je vais appeler, donc, fibo, non plus de 5, mais de i.
Donc je vais calculer Fibo de 0, Fibo de 1, Fibo de 2, Fibo de 3, Fibo de 4, Fibo de 5. Alors regardez attentivement ce qui va se passer. Vous voyez que le temps de calcul augmente d'une étape à l'autre. Et ça devient hyper lent, hyper lent, hyper lent. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il suffit de remarquer une chose. C'est que quand on réalise un appel récursif, alors c'est pas tout à fait vrai, mais grosso modo, on réalise 2 appels récursifs. Presque à chaque appel, on multiplie par 2 le nombre d'appels. Donc au début, on a 2 appels récursifs, puis après 4, 8, 16, 32, 64, 128, ça va encore, 256, ça va encore, 512, 1024, 2048, 4096. Et alors, on arrive à un petit sujet d'actualité, qui est que là, le nombre d'appels de fonction Fibonacci, je l'ai tracé. Et regardez, c'est ce qu'on appelle une fonction exponentielle. En ce moment, on parle beaucoup de fonctions exponentielles. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mi-août, fin août, sur les réseaux sociaux, on était pollué de gens qui nous disaient que l'épidémie était finie. Des anti-masques, des complotistes, etc., etc. Alors, là, tout ça, c'est des gens qui n'ont pas compris ce que c'était qu'une fonction exponentielle. Quand on a une fonction exponentielle, regardez bien, moi j'ai calculé le nombre d'appels récursifs pour les différentes valeurs de n. Et vous voyez que quand on appelle pour 5, c'est instantané. Pour 10, pareil. Pour 15, pareil. Pour 20, pareil. Pour 25, pareil. Ah, tout va bien. La fonction Fibonacci, elle marche très bien. Et puis vous arrivez à une valeur, 35. Et là, tout d'un coup, il y a un truc qui se passe. Et là, vous avez une explosion. Et donc là, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est une explosion du nombre de cas testés. Mais le nombre de cas qui vont se retrouver de Covid, qui vont être à l'hôpital, c'est pas cette courbe-là. Parce que, justement, tous les cas testés positifs ne vont pas à l'hôpital. Mais pour autant, ils suivent aussi une courbe exponentielle. Sauf qu'elle est décalée et plus petite. Et donc, elle va être par ici, le seuil. C'est-à-dire que là, vous avez une forte augmentation du nombre de cas, et vous ne voyez pas la forte augmentation d'hospitalisation. Mais pourtant, elle est bien là. C'est aussi une fonction exponentielle qui, d'un coup, va exploser. Et même quand il y aura cette explosion de cas, d'hospitalisation, ce ne seront pas forcément des hospitalisations en réanimation. Donc finalement, il y a des hospitalisations, mais ce n'est pas si grave, j'ai envie de dire, du moment que les gens ne meurent pas. Mais parce que c'est une faible proportion, encore une fois, de gens qui vont aller à l'hôpital, qui vont aller en réanimation. Donc c'est une troisième courbe exponentielle qui, elle, au lieu de se trouver ici, le seuil, il va se trouver un peu plus loin. Et donc, ça va exploser, pour de vrai. Et donc, alors, je ne veux pas faire peur. Quand je vous dis que ça représente, par exemple, l'évolution du nombre de contaminations, c'est vrai, mathématiquement parlant, mais il y a un biais, c'est que ça supposerait que toute la population est en contact avec tous les autres membres de la population. Ce qui n'est pas le cas parce qu'il y a un concept de bulle sociale, etc., etc. Et c'est pour ça qu'on demande à tout le monde de diminuer les interactions sociales, d'accord, et en particulier les fêtes étudiantes, etc., etc. C'est aussi pour ça que les bars sont fermés à partir de 22h. C'est pas que personne n'a dit que le virus, à 22h, il arrêtait de contaminer les gens. Enfin, avant 22h, il ne contaminait personne. C'est juste qu'on a diminué le nombre de contacts, parce qu'en diminuant le nombre de contacts, on diminue la force de l'exponentielle. Et donc, on va gagner du temps. C'est vraiment ça qui est en jeu. Vous voyez le truc?
Alors, bon, je ne sais pas si cette partie-là vous intéresse, mais sachez que c'est une grande force de l'informatique, c'est que ça vous permet de modéliser et de faire des projections. Et donc, sur des sujets d'actualité, c'est extrêmement intéressant parce que ça vous permet d'avoir scientifiquement un avis valable sur ce qui est en train de se passer. Voilà. Alors, il reste combien de temps? Il reste 1 minute. Bon, bah, je ne vais pas démarrer. Mais juste pour vous dire que la semaine prochaine, sans vous spoiler, regardez ce qu'on va faire. On va trier des tableaux. Et on va trier des tableaux avec 2 algorithmes différents, le tri fusion et le tri rapide, qui sont tous les 2 des algorithmes de tri qui sont récursifs et qui sont réputés pour être les meilleurs algorithmes possibles en temps d'exécution. Voilà, je vous remercie et si vous avez des questions, n'hésitez pas. À bientôt.